À la fin du XVIIIe siècle, l'Europe se trouve dans un état de profonde mutation et de crise latente, où la plupart des grandes puissances tentent de préserver leurs acquis territoriaux et leurs privilèges politiques. D'un côté, on observe des monarchies dites absolues ou quasi-absolues, comme la France, l'Espagne ou la Russie, qui sont gouvernées par des souverains dont l'autorité est peu ou pas limitée par un parlement ou une constitution. Dans ces États, la noblesse et le clergé bénéficient traditionnellement de privilèges particuliers, tandis que le reste de la population subit le poids de l'impôt et n'a quasiment aucune voix au chapitre. En même temps, des pays comme la Grande-Bretagne, qui est résolument tournée vers le commerce maritime grâce à sa flotte redoutable, dominent déjà certains marchés par le biais d'échanges internationaux. Cette puissance britannique, consolidée par une organisation financière moderne et une forte maîtrise de la dette publique, va peser lourd dans les guerres à venir. La Prusse, de son côté, impose depuis la fin du règne de Frédéric II une redoutable machine militaire, dont la discipline et la solidité surprennent régulièrement les observateurs étrangers. Pendant ce temps, la Russie, dirigée par Catherine II jusqu'en 1796 et ensuite par ses successeurs, s'agrandit régulièrement vers l'Est et le Sud, englobant de nouveaux territoires et devenant un empire polyglotte et multiconfessionnel. À côté de ces puissances, d'autres entités connaissent des difficultés structurelles. L'Empire ottoman, jadis très étendu et redouté, amorce un lent déclin depuis la fin du XVIIe siècle, concurrencé en Méditerranée par les marines européennes et incapable de moderniser efficacement son appareil militaire. Le Saint-Empire romain germanique, quant à lui, n'est plus qu'une mosaïque de principautés, d'électorats et de duchés plus ou moins autonomes, où l'empereur, issu la plupart du temps de la maison des Habsbourg, ne détient plus qu'un pouvoir fragmenté. Cette Europe complexe, pleine de rivalités anciennes et de perspectives de réformes inabouties, va bientôt basculer sous l'effet d'un choc majeur venant de France. En 1789, la Révolution française éclate. Les causes immédiates résident dans les inégalités d'un système où le tiers-État, représentant la majeure partie de la population, porte pratiquement toutes les charges fiscales. Les ambitions de liberté, d'égalité et de souveraineté nationale se mêlent à une crise financière profonde et à des frustrations sociales accumulées depuis des décennies. Très vite, la proclamation de l'Assemblée nationale et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, adoptées à Paris, attirent l'attention des cours royales européennes. Ces dernières voient là une menace idéologique potentielle, dont la diffusion pourrait déstabiliser l'ordre ancien. Entre 1789 et 1792, alors que la France tente de remettre de l'ordre dans ses finances, ses institutions et son administration, les autres monarchies redoutent que l'élan révolutionnaire ne s'étende hors des frontières. L'idée que le peuple d'un pays puisse renverser une monarchie de droit divin apparaît alors scandaleuse aux yeux d'États habitués à gouverner selon des principes absolutistes. Tandis que la France révolutionnaire cherche à se doter de nouvelles structures de pouvoir, la première coalition se forme dès 1792. L'Autriche et la Prusse, inquiètes de la montée de la contagion révolutionnaire et soucieuses de maintenir leur influence dans les territoires frontaliers, puis rejointes par la Grande-Bretagne, l'Espagne et quelques autres puissances, entrent dans le conflit. Cette coalition vise au départ à écraser la Révolution sur le théâtre français, mais elle se heurte à une transformation militaire spectaculaire opérée par la France. À mesure que la guerre s'intensifie, les révolutionnaires français mettent en place la levée en masse, qui consiste à mobiliser un grand nombre de citoyens pour former des armées bien plus imposantes que celles que l'on voyait d'ordinaire en Europe. Sous l'Ancien Régime, les conflits restaient généralement limités, menés par des armées professionnelles de taille modeste, payées et commandées par des officiers souvent issus de la noblesse. Désormais, les officiers méritants, même issus des classes populaires, peuvent être promus, ce qui augmente la motivation et la combativité d'unités déterminées à défendre leur nouvelle liberté. Les objectifs politiques de la République française deviennent, par la force des choses, plus radicaux. Il ne s'agit plus seulement de défendre quelques provinces ou de conquérir des bastions stratégiques, mais bien de repousser la menace monarchique et parfois d'exporter les principes révolutionnaires hors des frontières. Cette rupture avec les anciennes guerres limitées déroute les commandements adverses, habitués à des campagnes calibrées et à des traités négociés sur des bases purement dynastiques. Peu à peu, la France révolutionnaire, pourtant cernée au départ,
reprend l'initiative et montre qu'elle peut s'imposer militairement sur le continent au grand étonnement des élites européennes. C'est dans ce contexte effervescent qu'émerge la figure du général Napoléon Bonaparte. Né en Corse en 1769, il devient officier d'artillerie sous la monarchie, puis grimpe rapidement les échelons dès les premières années de la Révolution, profitant de la réorganisation des armées et de la mise en avant du mérite individuel. Sa campagne d'Italie, menée de 1796 à 1797, est le premier coup d'éclat international de ce jeune stratège. Chargé par le Directoire, le gouvernement révolutionnaire de l'époque, de neutraliser l'Autriche et ses alliés italiens, Bonaparte emploie une tactique audacieuse fondée sur la division des forces adverses et la rapidité de mouvement. Il parvient à infliger aux Autrichiens une série de défaites étonnantes, puis impose des traités avantageux à la France. Dans la foulée, il encourage la création de républiques sœurs en Italie du Nord, comme la République cisalpine, qui adopte des institutions calquées sur le modèle français. C'est la première fois que l'on voit la Révolution s'exporter sous une forme organisée, et cela suscite l'alarme dans certaines cours monarques, bien que l'on ne mesure pas encore totalement la portée de l'ambition de Bonaparte. À ce moment précis, il demeure un général talentueux, déterminé, mais il n'est pas encore considéré comme le futur maître de l'Europe. Néanmoins, son succès étincelant et sa manière de négocier directement avec les puissances vaincues commencent à forger son image de dirigeant potentiel, capable de prendre des décisions politiques sur le terrain. Les dirigeants européens comprennent que cette nouvelle France est portée par des chefs militaires jeunes, énergiques et patriotiques, et qu'elle est loin de se contenter d'un statu quo. Alors que la rivalité franco-britannique remonte déjà à la guerre de 7 ans et à de nombreux affrontements maritimes et coloniaux, Bonaparte propose au Directoire une audacieuse expédition en Égypte, entamée en 1798. Son objectif est de frapper indirectement l'Empire britannique en accélérant la coupure de ses routes commerciales avec l'Inde, car l'Inde représente alors une source majeure de richesse pour Londres. On espère, par la prise de l'Égypte et le contrôle des voies orientales, priver la Grande-Bretagne d'une partie cruciale de son commerce et donc affaiblir sa position dominante sur les mers. Cette entreprise, qui repose sur une maîtrise maritime que la France ne possède pas réellement, se veut aussi un geste d'éclat au regard de l'opinion publique. Conquérir un territoire prestigieux, jadis creuset de la civilisation, et y établir une présence française durable. Bonaparte embarque avec une armée relativement nombreuse, ainsi qu'avec des savants et des érudits convaincus de pouvoir y développer des recherches scientifiques et archéologiques. Sur le plan militaire, la première phase de l'expédition semble favorable à la France, puisque Bonaparte parvient à s'emparer d'Alexandrie et à vaincre les Mamelouks lors de la bataille des Pyramides. Toutefois, la supériorité navale britannique, illustrée de façon dramatique lors de la bataille d'Aboukir, entraîne la destruction de la flotte française et par conséquent, l'impossibilité de recevoir des renforts importants ou de maintenir un lien sûr avec la métropole. Cet épisode rappelle clairement à Bonaparte et à la France dans son ensemble que la Royal Navy est quasiment invincible sur les océans et qu'aucune guerre de longue durée ne peut vraiment priver la Grande-Bretagne de sa maîtrise maritime. Cette infernale contrainte logistique pèse lourd. Même si l'armée triomphe à terre, elle ne peut conserver la moindre initiative stratégique à l'étranger si ses vaisseaux restent trop vulnérables. Une des premières mesures de Napoléon consiste à réorganiser l'administration pour mieux contrôler le pays et garantir la stabilité. Il centralise les décisions et nomme des préfets chargés de représenter l'autorité de l'État dans chaque département. Cette politique administrative rompt avec les incertitudes antérieures et crée un lien plus direct entre le gouvernement central et les réalités locales. Sur le plan fiscal, il s'emploie à rétablir la confiance des contribuables et à rationaliser la perception des impôts afin de financer les réformes et de soutenir l'effort militaire qui continue aux frontières. Pour asseoir son pouvoir, il met en avant le mérite individuel, un héritage de la Révolution, en promouvant des officiers et des fonctionnaires compétents issus de milieux variés, ce qui lui permet de gagner la fidélité de nouveaux serviteurs de l'État. Parallèlement, il comprend qu'une paix intérieure durable nécessite de mettre fin aux querelles religieuses qui divisent la société. Le concordat conclu avec le pape, en 1801, reconnaît le catholicisme comme la religion de la majorité des Français, tout en maintenant la liberté de culte, ce qui désamorce en grande partie les tensions avec l'Église.
Cette approche pragmatique, où le chef de l'État se montre à la fois respectueux des traditions et soucieux d'apaiser les oppositions, contribue à calmer les foyers de résistance potentiels. En outre, il consolide la reconstruction nationale en créant la Banque de France en 1800. Cette institution, essentielle au développement économique, fournit un soutien financier à l'État et participe à la stabilité monétaire. Napoléon instaure aussi de nouvelles structures d'enseignement, notamment les lycées, afin de former une élite administrative et militaire capable d'assurer la pérennité du régime. Les préfets, la Banque de France et les écoles supérieures deviennent ainsi les piliers d'un État moderne, nettement plus efficace que beaucoup de monarchies voisines, encore liées à des systèmes archaïques ou trop dépendantes du bon vouloir de la noblesse locale. La consolidation de l'État français s'accompagne d'importantes réformes législatives. Entre autres initiatives, Napoléon supervise l'élaboration du Code civil, promulgué définitivement en 1804 après de longues discussions. Ce recueil de lois, qui pose les bases du droit privé moderne en France, introduit des principes tels que l'égalité des citoyens devant la loi, la laïcité de l'État ou la protection de la propriété individuelle. Pour un public international souvent habitué à des systèmes juridiques complexes et variés, le Code civil revêt rapidement un grand prestige. Son esprit d'universalité en fait un instrument d'influence majeur, car il peut être adopté ou adapté par d'autres pays qui y voient un modèle de modernisation et d'organisation sociale. Dans le même temps, la France continue de faire face à ses ennemis sur le continent. L'Autriche, la Russie, la Grande-Bretagne et plusieurs États allemands se regroupent à nouveau, formant ce que l'on appelle la Deuxième Coalition. Napoléon, en tant que premier consul, sait qu'il lui faut consolider les frontières et faire valoir la puissance militaire du pays pour imposer la paix, surtout en Italie où l'Autriche espère retrouver son autorité perdue. Ainsi, la campagne de 1800 se concentre principalement sur le nord de l'Italie. Le 14 juin de cette année, Napoléon remporte une victoire cruciale à Marengo, près d'Alexandrie, face aux troupes autrichiennes. Cette bataille n'est pas seulement un succès militaire, elle symbolise la continuité de son génie tactique, déjà remarqué lors des campagnes antérieures. Simultanément, le général Moreau, un autre brillant stratège français, gagne la bataille de Hohenlinden le 3 décembre 1800 contre les Autrichiens en Bavière. Sous l'effet de ces revers successifs, l'Autriche se voit contrainte de négocier, laissant la France en position dominante en Europe centrale et dans la péninsule italienne. Face à cette nouvelle donne, la Russie choisit de prendre ses distances avec la coalition, estimant ne plus pouvoir rivaliser efficacement sur ce théâtre d'opération. Les succès militaires de l'année 1800 renforcent considérablement la légitimité du consulat et permettent à Napoléon de consolider une paix sur le continent malgré la persistance d'une rivalité intense avec la Grande-Bretagne sur les fronts naval et commercial. La signature de la paix d'Amiens le 25 mars 1802 représente un moment de répit dans un conflit qui semblait interminable. La Grande-Bretagne, épuisée par les dépenses militaires et sous la pression de ses milieux économiques, accepte une trêve avec la France. Pour Napoléon, cette pause diplomatique est l'occasion de mener à bien plusieurs projets administratifs et territoriaux en Europe. Il achève la restructuration de la péninsule italienne, où il aura déjà soutenu la création de républiques sœurs pendant les campagnes révolutionnaires. Certaines de ces entités, comme la République italienne, servent dans un premier temps les intérêts français, avant d'être transformées en véritables royaumes vassaux. Dans les États allemands, la position dominante de la France se fait sentir. Les petites principautés, héritières du Saint-Empire romain germanique, se trouvent réorganisées et rationalisées, ce qui nourrit l'inquiétude de l'Autriche et de la Prusse. Londres, Vienne et Berlin s'interrogent alors sur les intentions de Bonaparte. Ils craignent que cette paix ne soit qu'un répit tactique, permettant à la France de se renforcer avant de reprendre l'initiative. De plus, les rivalités commerciales et coloniales entre la France et la Grande-Bretagne ne disparaissent pas. Chacune cherche à développer son empire maritime et économique. Les négociants britanniques, dominants sur les mers, redoutent le potentiel de la Nouvelle-France consulaire pour s'introduire dans leur marché. De son côté, Napoléon perçoit clairement la puissance navale britannique comme un obstacle majeur à ses aspirations. Malgré cette tension latente, la paix d'Amiens est globalement bien accueillie par l'opinion publique française, soulagée de voir s'interrompre la série ininterrompue des guerres. Toutefois, la méfiance mutuelle demeure,
et les gouvernements concernés se tiennent prêts à renouveler les hostilités si leurs intérêts vitaux sont menacés. Les années 1802 et 1803 voient donc une relative accalmie, durant laquelle Napoléon peaufine sa stratégie globale et consolide son pouvoir sur la scène intérieure. La transformation du consulat en empire, proclamée le 18 mai 1804, couronne la trajectoire de Napoléon depuis le coup d'État. Désireux de consolider son autorité, il se fait reconnaître empereur français, et le sacre a lieu à Notre-Dame le 2 décembre 1804, devant le pape Pie VII. Napoléon se couronne lui-même, affirmant ainsi qu'il ne dépend d'aucune légitimité monarchique traditionnelle. Aux yeux des souverains européens, ce geste marque la naissance d'une nouvelle dynastie qui rompt avec l'esprit initial de la Révolution. Tandis que certains se résignent à composer avec ce régime, d'autres s'alarment de voir la France s'ériger en puissance impériale. Napoléon entend faire de la France un centre de force, grâce à sa solide administration, à la renommée de son armée et à l'influence du Code civil. Malgré la stabilité affichée, les rivalités demeurent prêtes à ressurgir, car la Grande-Bretagne ne cache pas son hostilité et les grandes cours continentales observent le nouvel empereur avec méfiance. Pour le peuple français, la proclamation de l'Empire suscite à la fois un sentiment de fierté et de surprise. Beaucoup d'habitants, soucieux de paix et de stabilité, voient dans ce nouveau régime une forme de continuité avec les réformes déjà entreprises, tandis que d'autres, plus attachés aux héritages républicains, s'inquiètent de la dérive autocratique. De leur côté, les élites administratives et militaires soutiennent largement le nouveau pouvoir impérial, car elles bénéficient d'avancements plus rapides et d'opportunités inédites dans la réorganisation de l'État. Les adversaires extérieurs perçoivent désormais Napoléon comme un chef d'État et se préparent au choc diplomatique et militaire que pourrait provoquer son ambition universelle. Cette coalition, formée en 1805, regroupa plusieurs cours européennes voulant contrer la suprématie française. L'Autriche, frustrée par ses revers passés, voulait rétablir son rôle en Europe centrale. La Russie du tsar Alexandre Ier, alarmée par l'expansion française, rejoignit aussi l'alliance. Le royaume de Naples et la Suède, sous incitation diplomatique, renforcèrent ce camp. Chacun espérait mettre fin aux ambitions de Napoléon. Au cœur de cette union, la Grande-Bretagne, forte de sa puissance maritime, soutenait ses alliés sur le continent. Ensemble, ils voulaient forcer la France à réviser ses conquêtes et rétablir un équilibre de pouvoir. Face à cette menace, Napoléon comprit que l'Angleterre, grâce à sa supériorité navale, restait un adversaire ardu. Les tentatives d'invasion des îles britanniques échouèrent, surtout après la bataille de Trafalgar en octobre 1805, où la flotte française et espagnole fut vaincue par l'amiral Horatio Nelson. Conscient que ses forces brillaient davantage sur terre, l'empereur porta alors son effort sur les campagnes continentales. Il estimait que la clé du succès consistait à défaire vite les armées ennemies en Allemagne, où il pourrait exploiter sa mobilité et imposer une paix dictée par ses victoires. Cette tactique de guerre de décision contraignait l'adversaire à quitter le conflit par une défaite écrasante. Napoléon misait sur la vitesse de ses manœuvres et la précision de ses plans. Au lieu de se lancer dans de longues guerres d'usure, il visait une bataille décisive pour s'imposer. Il pensait qu'écraser l'Autriche, appuyée par la Russie, isolerait la Grande-Bretagne sur le continent et lui offrirait une supériorité politique. Il espérait ainsi forcer chaque ennemi à la paix, consolidant son hégémonie et limitant la capacité d'intervention des futures coalitions. En octobre 1805, l'offensive française débuta à Ulm, en Allemagne du Sud. L'armée autrichienne, sous le général Karl Mack, voulait y bloquer les forces impériales. Pourtant, la manœuvre d'encerclement de Napoléon isola Mack, qui capitula promptement. Cette victoire, moins fameuse qu'Austerlitz, épargna à Napoléon une menace sur son flanc en à peine quelques semaines. Son impact psychologique fut immense, prouvant l'efficacité de la concentration de forces et de mouvements rapides. L'armée autrichienne, déjà fragilisée, se trouva incapable de soutenir les Russes, ouvrant la voie à la suite de la campagne. Renforcé par son succès, Napoléon se prépara à affronter une coalition austro-russe en Moravie, région de l'actuelle République tchèque. Les Russes, venant progressivement, comptaient coopérer avec l'Autriche pour encercler l'armée française. Mais la courte campagne d'Ulm bouleversa cette stratégie. Les Autrichiens,
trop affaiblis, ne purent soutenir efficacement leurs alliés, exposant partiellement les Russes. Dans ce climat, Napoléon avança vers Austerlitz, persuadé de pouvoir surprendre et disperser l'ennemi. Le 2 décembre 1805, date coïncidant avec l'anniversaire du couronnement impérial de Napoléon, les armées françaises affrontèrent celles de l'Autriche et de la Russie près du village d'Austerlitz, en Moravie orientale. Le choix du champ de bataille ne fut pas le fruit du hasard. Napoléon feignit une faiblesse en occupant une position semblant vulnérable sur son flanc droit, espérant inciter ses adversaires à frapper là. Les coalisés, sûrs de leur avantage numérique, tombèrent dans ce piège complexe. L'armée française exploita alors la brèche créée au centre ennemi, séparant Russes et Autrichiens, pour les prendre à revers et emporter la décision. Cette performance tactique demeure un jalon décisif des guerres napoléoniennes. La bataille se conclut par une victoire nette et un revers cuisant pour l'Autriche et la Russie. On estime que les pertes humaines dépassèrent plusieurs milliers de soldats en tout, reflétant la violence des combats et l'ingéniosité tactique de Napoléon. Outre cet aspect militaire, Austerlitz marqua un tournant politique majeur. L'empereur apparut comme le maître incontesté du continent. Les monarques traditionnels, voyant en lui l'héritier de la Révolution, prirent conscience du déclin de leurs anciennes stratégies. L'Europe découvrait brutalement la puissance d'un système militaire rénové. Les récits contemporains soulignent le profond impact moral de ce succès, qui galvanisa l'armée française. Jamais un triomphe n'avait semblé aussi complet. Une ère nouvelle semblait s'ouvrir. Au lendemain de cette victoire, l'Autriche signa le traité de Presbourg en décembre 1805, imposant de lourdes concessions. Les Habsbourg perdirent des territoires d'Italie du Nord et d'Allemagne du Sud, affaiblissant leur prestige dans ces régions vitales. Des indemnités financières vinrent alourdir le fardeau imposé à Vienne. Pour Napoléon, cet accord confortait son contrôle sur une vaste partie de l'Europe centrale, tout en montrant sa volonté d'exercer une influence directe ou indirecte sur les États vaincus. Il modifia aussi les équilibres géopolitiques, suscitant chez les puissances neutres une certaine méfiance face à la soudaine extension de l'Empire français. Ce texte confirma la puissance française solide en Europe. Dans la foulée, l'équilibre du Saint-Empire romain germanique, entité pluriséculaire unissant une mosaïque de principautés, connut un choc irréparable. Jadis sous l'autorité nominale de l'empereur d'Autriche, cette structure médiévale ne survécut pas à la pression française. Profitant de ses succès, Napoléon créa, en 1806, la Confédération du Rhin, groupant plusieurs États allemands désormais sous l'influence de Paris. Cet acte acheva de dissoudre le Saint-Empire, semant la consternation dans le monde germanique et bouleversant l'architecture diplomatique du vieux continent. Pour l'Allemagne, l'idée d'un ordre nouveau émergea, tandis que les élites locales, soudain subordonnées à la France, redoutaient une mainmise durable. Cependant, intellectuels commencèrent à envisager l'unité allemande pour contrer l'hégémonie étrangère, amorçant un sentiment nationaliste. Du côté de la Russie, la campagne de 1805 entraîna un désarroi, car elle révéla les failles de l'armée tsariste face à la stratégie napoléonienne. Néanmoins, le tsar Alexandre Ier ne renonça pas à intervenir dans les affaires européennes. Au contraire, l'humiliation subie à Austerlitz renforça sa volonté de tenir tête à la France. La cour de Saint-Pétersbourg estimait avoir été défavorisée par la désorganisation autrichienne et la lenteur de ses propres renforts. S'il se replia provisoirement, l'Empire russe ne cessa pas de fortifier son armée et d'étudier de nouvelles façons de combattre Napoléon. Une rivalité grandissante s'installa ainsi entre ces deux puissances. Les deux gouvernements percevaient l'autre comme un ennemi potentiel majeur. Pour la Prusse, l'essor de Napoléon représentait un péril croissant. Bien qu'elle ne se fût pas jointe immédiatement à la Troisième Coalition, elle observait avec inquiétude la montée en puissance de la France. Frédéric Guillaume III craignait qu'après la restructuration de l'Allemagne sous influence impériale, la Prusse ne perde toute marge de manœuvre. Les cercles militaires prussiens, conscients des réformes engagées par Napoléon, pressaient leur souverain de moderniser l'armée pour faire face à une inévitable confrontation. Toutefois, Berlin préféra temporiser et négocier, espérant éviter un conflit direct tant que la situation restait incertaine. L'idée d'une guerre préventive n'était pourtant pas exclue. Certains officiers, offensifs,
estimait urgent de frapper Napoléon avant qu'il ne consolide davantage. Quant à la Grande-Bretagne, elle poursuivit sa politique de blocus maritime visant à épuiser l'économie française. Depuis la reprise des hostilités, Londres exploitait sa supériorité navale pour fermer les routes commerciales à la France et frapper ses alliés. Après Trafalgar, la menace d'une invasion des îles britanniques par Napoléon s'était estompée, mais la rivalité demeurait intense. La couronne britannique soutenait les puissances continentales par des subsides financiers, encourageant ainsi toute nouvelle coalition. Consciente que la France dominait désormais l'Europe terrestre, Grande-Bretagne misait sur un conflit prolongé pour user les ressources de Napoléon. Le duel franco-britannique entrait dans une phase cruciale. Cette lutte commerciale façonnerait la future politique extérieure britannique. Au lendemain des victoires de Napoléon contre l'Autriche, l'Europe se retrouve dans un équilibre fragile. La Prusse, gouvernée par Frédéric Guillaume III, craint que l'expansion rapide de la France ne menace son statut de puissance majeure. Isolée diplomatiquement, elle tente en 1806 de rallier quelques alliés pour bloquer Napoléon, en misant aussi sur l'appui éventuel de la Russie. Cette initiative marque la naissance de la 4e coalition, conçue pour contenir la domination française toujours grandissante. À cette époque, la Confédération du Rhin, formée sous l'égide de Napoléon, érode l'influence prussienne en Allemagne, tandis que les victoires précédentes de l'empereur ont déjà stupéfié l'Europe. Consciente du danger, la Prusse se prépare à une confrontation directe, espérant contraindre la France à reculer et à préserver son indépendance. En octobre 1806, la confrontation se concrétise lors des batailles de Jena et d'Auerstedt, 2 engagements livrés le même jour à quelques kilomètres de distance. Oubliant la prudence, l'armée prussienne avance en Saxe afin de surprendre Napoléon. Toutefois, le chef français anticipe ce mouvement et manœuvre habilement pour isoler les forces adverses. À Jena, il affronte la majeure partie de l'armée prussienne et la défait, tandis qu'à Auerstedt, le maréchal Davout, malgré une infériorité numérique marquée, inflige une cuisante défaite à un autre contingent prussien. Ces victoires conjointes brisent le moral de la Prusse, dont les régiments se débandent rapidement. L'effondrement est rapide et Berlin, la capitale, se retrouve sans défense devant les troupes victorieuses de la Grande Armée. Cette prise de Berlin symbolise le triomphe de la France sur la Prusse. Napoléon, conscient de la valeur politique de ce succès, fait une entrée remarquée dans la ville, entendant montrer à toute l'Europe qu'il détient désormais le sort de l'Allemagne. Les autorités prussiennes, désemparées, cherchent à négocier des conditions moins dures, mais la situation militaire est trop critique pour inverser la tendance. De nombreux officiers prussiens, conscients des lacunes de leur armée, réalisent qu'il leur faut moderniser leurs méthodes si jamais ils veulent reconquérir un jour leur rang. En quelques semaines, un royaume autrefois redoutable se retrouve à genoux, persuadant les autres cours européennes que la puissance de l'empereur des Français n'est pas près de faiblir. Tandis que la Prusse capitule de fait, la Russie, dirigée par le tsar Alexandre Ier, prend conscience du risque de voir les troupes françaises s'approcher des frontières orientales. Bien que les revers successifs de la coalition inquiètent Saint-Pétersbourg, la volonté de ne pas laisser la Prusse s'effondrer totalement incite la Russie à intervenir en Pologne et en Prusse orientale. Les 2 empires basculent ainsi dans un affrontement décisif sur des terres gelées où le climat, la logistique et les distances rendent la campagne difficile. Napoléon toutefois demeure confiant. Il souhaite porter un coup fatal à tout adversaire osant le défier pour établir une fois pour toutes la primauté française sur le continent et contraindre la Russie à la négociation. En février 1807, la bataille d'Eylau témoigne de la détermination russe et de la ténacité de la Grande Armée. Sous une tempête de neige, soldats et chevaux s'enlisent dans la boue glacée et les combats se font particulièrement meurtriers. Les Russes résistent avec acharnement, refusant de céder du terrain, tandis que Napoléon ne parvient pas à imposer un succès clair. Les pertes sont élevées dans les 2 camps, et cette confrontation se solde par un statu quo sanglant. Malgré l'absence de victoire décisive, la Russie ne parvient pas à inverser la dynamique de la campagne, et Alexandre Ier comprend que le temps joue en faveur de Napoléon, dont l'armée, bien organisée, peut encore frapper plus durement à la saison suivante. Le coup décisif survient en juin 1807, lors de la bataille de Friedland. Là, les forces russes se retrouvent en position délicate près de la rivière Halle
exposés aux attaques coordonnées de la Grande Armée. Napoléon profite de l'effet de surprise et utilise habilement son artillerie pour rompre les lignes adverses. Les Russes, submergés, doivent reculer en désordre, accumulant de lourdes pertes, et Alexandre Ier se voit contraint de négocier. Cette victoire redonne à Napoléon le lustre qui semblait terni après Eylau. Elle démontre à nouveau la supériorité tactique française et oblige la Russie à envisager une paix qui permettrait de préserver l'essentiel de son territoire, au moins pour un temps, face à un partenaire devenu trop fort pour être repoussé militairement. C'est dans ce contexte que survient la célèbre entrevue de Tilsit, à partir de juin 1807, sur un radeau ancré au milieu du fleuve Niémen. Cette scène, reprise dans maints récits d'époque, illustre la volonté des deux souverains de remodeler la carte de l'Europe. Alexandre Ier, ébloui par l'aura de Napoléon, entrevoit la possibilité d'un partage des sphères d'influence. Napoléon, pour sa part, aspire à affermir son pouvoir en obtenant la neutralisation de la Russie. Le traité qui en découle place la Prusse dans une position subordonnée. Amputée de territoires clés, obligée de payer de lourdes indemnités, elle n'a d'autre choix que de se soumettre. Le tsar, lui, gagne à répit, laissant à Napoléon l'avantage diplomatique d'apparaître comme l'arbitre suprême des affaires continentales. Bénéficiant de cette position dominante, Napoléon entreprend d'exporter ses réformes administratives et législatives dans les territoires conquis. Le Code civil, proclamé en France en 1804, devient le fer de lance d'une modernisation juridique qui abolit les structures féodales et promeut l'égalité devant la loi. Les seigneuries médiévales, les privilèges de caste et les survivances du servage reculent au profit d'une forme nouvelle d'organisation sociale et économique. Les élites locales adoptent parfois ces mesures par opportunisme, espérant bénéficier de la faveur impériale ou accroître leur propre autorité. Inversement, certaines populations perçoivent ces réformes comme une ingérence étrangère. Cette contradiction crée des tensions internes. Si la modernisation paraît inévitable, elle s'accompagne d'une soumission militaire et politique à la France. Sous cette apparente uniformité, des divergences se développent. D'une part, certains souverains alliés à Napoléon, comme ceux des royaumes créés ou réorganisés par l'empereur, profitent de l'aura française pour consolider leur trône. D'autre part, des patriotes naissent de la subordination imposée par l'étranger, nourrissant un sentiment nationaliste qui grandira en réaction à la présence impériale. La Prusse, vaincue, amorce un vaste mouvement de réforme sous l'impulsion de ministres et généraux éclairés, faisant le pari qu'un renouvellement vers plus d'efficacité et de discipline permettra à terme de se relever. Sur le front diplomatique, la Russie demeure officiellement amie, mais cette alliance cache une rivalité latente que l'ambition mutuelle ne peut endormir. Les jalons d'un futur conflit se posent déjà. De nombreux Européens commencent à redouter une mainmise durable de la France. Si Napoléon continue d'étendre son influence, il pourrait imposer une unification forcée du continent sous la bannière impériale. Les puissances maritimes, notamment la Grande-Bretagne, voient d'un mauvais œil un empire qui s'étend de l'Atlantique aux confins de la Russie. Malgré les traités qui se succèdent, l'idée d'une paix stable paraît illusoire, tant les ambitions françaises bouleversent l'ordre traditionnel. Dans les capitales demeurées indépendantes, on suit avec attention la manière dont Napoléon façonne les sociétés conquises. Imposition de codes juridiques modernes, centralisation administrative, service militaire obligatoire. Pour certains, c'est un progrès, pour d'autres, un péril menaçant l'identité et l'autonomie de chaque nation. Au début du XIXe siècle, alors que Napoléon étend son influence sur le continent européen, la Grande-Bretagne occupe une position économique dominante. Grâce à son avance dans la mécanisation, elle possède les premières manufactures capables de produire rapidement et à moindre coût des biens manufacturés, notamment des textiles en coton dont la demande ne cesse de croître. Ces produits sont exportés à travers le monde, consolidant la suprématie commerciale de Londres. À cette époque, la plupart des nations européennes manquent encore d'une solide infrastructure industrielle. Elles dépendent ainsi de la Grande-Bretagne pour s'approvisionner en vêtements, en machines ou en produits de haute qualité. Les dirigeants français, conscients que la prospérité commerciale britannique est à l'origine du financement de ses armées et de sa puissante flotte, se demandent comment faire plier cette île insaisissable qui domine les mers. Dans ce contexte, Napoléon élabore une stratégie radicale pour couper la Grande-Bretagne de ses marchés continentaux. En novembre 1806, l'empereur décrète depuis Berlin
l'interdiction formelle de tout commerce entre la Grande-Bretagne et le continent européen, espérant ainsi paralyser l'économie insulaire. Ce texte, appelé Décret de Berlin, inaugure ce que l'histoire retient comme le blocus continental. Un an plus tard, en décembre 1807, le décret de Milan renforce encore ces mesures en déclarant que tout navire ayant accosté dans un port britannique ou transportant des marchandises anglaises sera confisqué à son arrivée dans un port soumis à l'autorité française. L'objectif est clair, empêcher que la richesse anglaise ne continue de circuler dans les pays occupés ou alliés à la France. Par cette manœuvre, Napoléon compte priver Londres de revenus indispensables à la poursuite de ses guerres, tout en forçant les populations d'Europe à s'approvisionner auprès des seules industries françaises ou auprès d'autres États continentaux sous le strict contrôle de Paris. Pour que ce dispositif fonctionne, Napoléon exige l'adhésion complète de tous les territoires sous sa domination, directe ou indirecte. L'Espagne, qui se trouve déjà dans une position fragile, et le royaume de Hollande, gouverné par son frère Louis, doivent obéir sans réserve et fermer leurs ports au commerce anglais. Les territoires allemands regroupés au sein de la Confédération du Rhin sont également tenus de suivre ces directives, de même que les royaumes italiens placés sous l'autorité du vice-roi Eugène de Beauharnais. Même l'Empire russe, pourtant éloigné des côtes atlantiques, reçoit une pression constante pour se plier aux exigences de Paris et interdire l'importation de produits britanniques. Toutefois, partout où les populations constatent la disparition de produits anglais, plus abordables ou plus variés, la contrebande s'organise. Des cargaisons traversent clandestinement les mers du Nord ou trouvent leur chemin via des ports neutres, démontrant la difficulté de maintenir un embargo absolu. Au fil des mois, la réalité du blocus se heurte aux intérêts financiers de nombreuses élites locales, qui craignent de voir leurs revenus diminuer si elles ne peuvent plus commercer librement. Des corridors de contrebande surgissent dans les ports de la mer Baltique, où des navires battant pavillon neutre dissimulent du fret britannique avant de le débarquer en Allemagne du Nord ou en Scandinavie. Les marchands, qu'ils soient français, hollandais ou allemands, ne tardent pas à nouer des contacts discrets avec des intermédiaires prêts à contourner l'embargo. Parfois, des soldats ou des fonctionnaires corrompus ferment les yeux, moyennant un pourcentage sur le bénéfice. Ce phénomène prend une telle ampleur que Napoléon, déjà conscient de la difficulté logistique à surveiller chaque rivage, voit l'efficacité de son plan remise en question. L'échec d'une surveillance totale mine également l'autorité du régime dans les territoires occupés, où la population supporte de moins en moins les restrictions imposées. De son côté, la Grande-Bretagne, forte de la supériorité incontestée de sa marine de guerre, ne tarde pas à réagir. Londres sait que si le continent ferme ses frontières, il est primordial de rechercher de nouveaux débouchés outre-mer et d'exploiter davantage ses colonies. Les navires britanniques, maîtres de l'océan, se lancent dans des échanges intensifiés avec l'Amérique du Sud, l'Inde, ainsi qu'avec divers territoires en Asie. Tandis que Napoléon mise tout sur la fermeture des ports européens, la flotte anglaise contrôle les voies maritimes internationales, rendant extrêmement risqué le transport de marchandises françaises hors d'Europe. En multipliant les prises de navires et en prélevant des droits sur les cargaisons ennemies, la couronne britannique compense en partie la perte de certains marchés continentaux. De plus, en continuant de commercer avec les territoires qui bravent l'interdiction napoléonienne, la Grande-Bretagne ne voit pas ses revenus chuter autant que l'empereur l'aurait espéré. Au nord et à l'est du continent, la Suède et la Russie manifestent assez vite des signes de lassitude, voire d'hostilité, face aux contraintes imposées par le blocus. Bien que le tsar Alexandre Ier ait accepté, à Tilsit, de s'allier à Napoléon, il reste attaché aux intérêts économiques de son empire, qui exporte massivement des matières premières comme le grain et le bois vers la Grande-Bretagne. La Suède, pour sa part, voit son commerce traditionnel menacé et hésite à s'engager pleinement dans l'isolement du marché anglais. Au sud-ouest, le Portugal, historiquement proche de l'Angleterre, sert de porte dérobée à l'importation de produits britanniques en Espagne. Face à cette résistance tacite, Napoléon décide d'intervenir militairement dans la péninsule ibérique, afin de sceller définitivement les voies de commerce encore utilisables par les Britanniques. Cette initiative, pourtant, aura des répercussions considérables, amorçant un conflit sanglant et durable en Espagne. La mise en place du blocus continental engendre également des difficultés quotidiennes pour de larges pans de la population européenne. Dans plusieurs régions,
les marchandises anglaises, jusque-là accessibles et bon marché, deviennent des denrées rares et chères. Les commerces locaux peinent à fournir aux habitants des substituts de qualité équivalente, ce qui favorise un sentiment de frustration à l'égard de la politique impériale. Le mécontentement grandit particulièrement dans les régions portuaires, autrefois prospères grâce aux échanges transmanche. Les artisans et négociants, voyant leurs revenus s'éroder, commencent à nourrir une certaine hostilité envers l'occupant français, d'autant que les troupes de Napoléon se montrent parfois autoritaires pour faire respecter les décrets. Pour maintenir ce système, l'empereur n'hésite pas à envoyer des contingents supplémentaires, alourdissant la contrainte militaire. Peu à peu, cette pression contribue à alimenter les ferments de révolte qui se manifesteront ouvertement, aussi bien en Espagne que lors de futures confrontations à l'Est. En 1809, alors que la France doit déjà affronter l'Autriche dans un nouveau conflit connu sous le nom de 5e coalition, l'efficacité du blocus se retrouve plus que jamais mise à l'épreuve. Tandis que Napoléon mobilise une partie de ses forces pour vaincre à nouveau les armées autrichiennes, il ne peut détourner suffisamment de moyens pour surveiller toutes les côtes européennes. Les contrebandiers redoublent alors d'ingéniosité pour échapper au contrôle français, et certains dirigeants régionaux, lassés de se heurter à des interdictions qui entravent leur prospérité, ferment les yeux sur ce trafic en pleine expansion. L'Angleterre, de son côté, continue de soutenir financièrement les puissances prêtes à défier l'Empire. Peu à peu, les difficultés de la guerre économique fragilisent la position française. Plus Napoléon cherche à renforcer son hégémonie commerciale, plus il provoque des éclats de résistance dont il sous-estime la portée politique et militaire. Bientôt, l'empereur se rend compte que le blocus, loin de briser instantanément la puissance économique britannique, exige une rigueur dans l'application que ses propres ressources ne peuvent plus vraiment garantir. Le soutien populaire, déjà mis à mal par les difficultés de ravitaillement, peine à se maintenir dans certaines régions récemment conquises, où l'on voit dans ces entraves commerciales un abus de pouvoir étranger. Les agents impériaux multiplient pourtant les décrets, les inspections et les sanctions pour enrayer la contrebande, allant parfois jusqu'à confisquer des navires soupçonnés d'avoir échangé la moindre cargaison anglaise. Cette situation crée des tensions diplomatiques avec divers États du continent, contraints de suivre une politique qui ne sert pas toujours leurs intérêts locaux. Dans certains cercles dirigeants, on se demande si Napoléon ne surestime pas ses capacités à contrôler un aussi vaste ensemble d'économies. Les plus lucides redoutent que la prolongation de cette guerre économique ne finisse par affaiblir durablement l'influence française sur l'échiquier européen. Épris de la conviction que la Grande-Bretagne ne pourrait résister aux pertes imposées par le blocus, Napoléon persiste néanmoins dans sa stratégie jusqu'à la fin de la décennie, certain qu'en privant Londres de marchés continentaux, il finira par obtenir une paix avantageuse. Or, cette politique contribue simultanément à susciter des frictions avec plusieurs puissances qui se sentent lésées par la rupture des liens commerciaux habituels. L'Espagne, bientôt plongée dans un long conflit de guérilla, devient le premier foyer de contestation militaire directe liée à l'imposition du blocus. D'autres pays, même alliés de la France, commencent à nourrir des doutes sur la capacité de l'empereur à maintenir le système sans cesse croissant de coercition. Pourtant, dans l'esprit de Napoléon, la guerre économique demeure un instrument crucial pour ébranler l'ennemi britannique, dont la flotte règne encore sur les océans. Paradoxalement, plus il tente d'appliquer fermement ses propres mesures, plus il alimente les ferments d'opposition qui, à terme, saperont son autorité et amorceront le déclin de son projet impérial. Ainsi, la volonté d'asphyxier l'Angleterre précipite peu à peu l'Empire français vers ses propres limites. Au printemps 1808, Napoléon convoque Charles IV et Ferdinand VII à Bayonne, près de la frontière. Par pression politique, il obtient leur renoncement au trône. Les abdications de Bayonne font de son frère Joseph Bonaparte le nouveau roi d'Espagne. Pour la population, ce changement forcé demeure inacceptable. Les élites, déjà divisées, rejettent souvent cette dynastie imposée. Dans Madrid, Joseph sent aussitôt l'hostilité généralisée. La légitimité de ce monarque importé paraît d'autant plus discutable qu'elle repose sur des abdications obtenues sous la contrainte. L'empereur entend pourtant remodeler l'État espagnol à sa guise, pensant gagner vite l'adhésion des notables. En réalité, la colère gronde et de premiers mouvements de protestation se font sentir quand la nouvelle du coup de force se répand à travers le pays. Le soulèvement éclate précisément le 2 mai 1808, lorsque Madrid se révolte contre l'occupation française.
La répression française est sanglante, provoquant un immense traumatisme dans toute l'Europe. Dans cette atmosphère de défi, une résistance populaire se met en place. Les Espagnols adoptent la guérilla, petite guerre, menée par des bandes irrégulières, frappant les colonnes impériales avant de disparaître dans la population. Napoléon, habitué à affronter des armées régulières, se retrouve confronté à une nouvelle forme de conflit, difficile à réduire. Les embuscades, les sabotages et l'hostilité d'une partie du clergé et de la noblesse compliquent la tâche des garnisons françaises. Pour la première fois, l'armée impériale subit un harcèlement permanent, sans grande bataille décisive pour imposer sa supériorité technique. Le Royaume-Uni, banni du continent par le blocus, saisit cette occasion pour frapper Napoléon à terre. Arthur Wellesley, futur duc de Wellington, débarque au Portugal et soutient les insurgés. Des armes et financements britanniques affluent, transformant la péninsule en nouveau champ de bataille. Pour contrôler l'Espagne et le Portugal, la France doit déployer d'énormes effectifs, mobilisant parfois plusieurs centaines de milliers d'hommes. La guerre en Ibérie devient un gouffre financier et humain, ponctué de sièges, de raids et d'escarmouches incessantes. Les troupes impériales, confrontées à une population hostile, peinent à imposer l'ordre. Dans ce conflit qui s'éternise, Napoléon ne peut rééditer ses rapides campagnes victorieuses. Il doit disperser ses forces et y accumule les pertes, ce qui ébranle graduellement son prestige militaire. Consciente de l'implication croissante de la France en Espagne, l'Autriche estime le moment propice pour reprendre les armes. Ébranlée par ses échecs à Ulm et Austerlitz, 1805, Vienne veut recouvrer son rang. Les Autrichiens pensent qu'une part importante de l'armée impériale est occupée au sud-ouest, ce qui pourrait faciliter un succès rapide. Dès lors, en 1809, l'empereur François Ier lance une nouvelle offensive. Napoléon doit maintenir des troupes en Ibérie, ce qui l'oblige à combattre sur 2 fronts. Soutenu par la Grande-Bretagne, l'Autriche fonde la 5e coalition. Les premiers affrontements révèlent un conflit ardu. La résistance espagnole contraint Napoléon à disperser ses forces, et l'Autriche espère en tirer avantage pour défaire l'armée impériale en Europe centrale. En mai 1809, les Autrichiens attaquent, croyant surprendre des Français affaiblis. Napoléon réagit. Aux batailles d'Essling, 21-22 mai, et de Wagram, 5-6 juillet, il l'emporte, mais au prix de lourdes pertes. Contrairement à l'éclat d'Austerlitz, ces victoires laissent entrevoir la fragilité d'une armée contrainte de guerroyer sur plusieurs fronts. Les Autrichiens ont appris de leurs échecs antérieurs et montrent une meilleure résistance. Bien que la 5e coalition échoue, elle démontre qu'il n'est plus impossible pour les puissances européennes d'ébranler l'hégémonie napoléonienne. La Russie et la Prusse examinent la situation, prêtes à profiter de toute faiblesse de l'Empire. Après Wagram, l'Autriche est de nouveau contrainte à la paix. Pour consolider son prestige, Napoléon juge nécessaire de s'allier à la maison de Habsbourg. Il divorce donc de Joséphine et, en 1810, épouse Marie-Louise, fille de l'empereur François Ier. Ce mariage donne à Napoléon une apparence de légitimité auprès des vieilles cours européennes, qui voit d'un autre œil un souverain soudainement apparenté à l'une des plus anciennes dynasties du continent. Pourtant, cette union ne résout pas tout. L'armée impériale reste enlisée en Espagne, où la population rejette chaque jour davantage l'occupation française. La guérilla se propage, soutenue par l'Église et guidée par un profond sentiment national. Les alliés contraints, tels la Prusse, demeurent hostiles, tandis qu'en Allemagne, beaucoup critiquent la prépondérance française. Les réformes napoléoniennes, auparavant bien accueillies dans certains États, sont désormais assombries par le poids de la conscription et les exigences financières imposées par l'Empire. Après la signature du traité de Tilsit en 1807, qui devait sceller une entente entre la France napoléonienne et la Russie dirigée par le tsar Alexandre Ier, les relations entre les deux empires devinrent rapidement compliquées. Au départ, Napoléon voyait dans cet accord une manière de fixer la domination française sur l'Europe centrale et orientale, tout en neutralisant une crise potentielle à l'Est. Alexandre Ier, quant à lui, espérait profiter de la nouvelle alliance pour étendre son influence dans les Balkans et s'assurer la neutralité bienveillante de la France en cas de litige avec l'Empire ottoman. Pourtant, malgré les sourires officiels et les manifestations de respect mutuel, cette coopération resta fragile. Dès 1810, plusieurs différends commerciaux et géopolitiques refirent surface,
et de la présence française croissante en Europe centrale. Le blocus continental, imposé par Napoléon pour asphyxier économiquement la Grande-Bretagne, se révéla source de tensions. La Russie, traditionnellement exportatrice de matières premières, voyait ses débouchés commerciaux limités. Les efforts de la police impériale française pour traquer la contrebande dans les ports russes agacèrent profondément Alexandre Ier, qui estimait que cette ingérence était une atteinte directe à sa souveraineté. Par ailleurs, la volonté de Napoléon de continuer à remodeler la carte de l'Europe, à imposer de nouvelles principautés dépendantes de la France et à renforcer son pouvoir en Pologne, alimenta la méfiance du tsar. L'idée d'un État polonais renaissant, centré sur le duché de Varsovie, inquiétait la Russie, pour qui la Pologne était un territoire sensible, historiquement relié aux ambitions russes. L'égalité proclamée à Tilsit se transformait alors en un rapport de force orienté à l'avantage de la France, créant un climat de défiance qui allait précipiter la rupture irrémédiable. Lorsque devinrent évidents les désaccords entre les deux puissances, Napoléon voulut rappeler au tsar Alexandre Ier que la France disposait désormais d'une force militaire sans équivalent sur le continent. Depuis ses nombreuses victoires en Europe, l'empereur français se considérait comme le garant d'un nouvel ordre, dans lequel la Grande Armée jouerait un rôle dissuasif essentiel. Pour Napoléon, il fallait contraindre la Russie à respecter le blocus continental, sans quoi la crédibilité de l'ensemble de son système impérial risquait de s'effondrer. En effet, si la Russie rompait l'alliance et reprenait ses échanges avec la Grande-Bretagne, cela encouragerait d'autres États mécontents à se libérer à leur tour. Dans ce contexte, Napoléon opta pour une stratégie d'intimidation, concentrer une vaste armée aux frontières occidentales de l'Empire russe, rassemblant sous ses drapeaux des contingents venus de toute l'Europe. Cette force multinationale, souvent appelée la Grande Armée, comptait en 1812 plus de 600 000 hommes, un chiffre impressionnant pour l'époque. On y trouvait non seulement des Français, mais aussi des Polonais motivés par l'espoir de recouvrer leur indépendance, des Allemands intégrés dans la Confédération du Rhin, des Italiens recrutés dans le royaume d'Italie napoléonien, et même des contingents suisses, néerlandais et belges. Napoléon espérait que cette gigantesque démonstration de puissance pousserait Alexandre Ier à céder avant même le déclenchement des hostilités, en se réengageant à respecter le blocus et à soutenir les nouvelles configurations politiques voulues par la France. Toutefois, le tsar, soutenu par une partie de la noblesse russe hostile à toute forme de diktat français, refusa de se plier à ce chantage militaire. La campagne contre la Russie, déclenchée à l'été 1812, se heurta dès ses premiers jours à la réalité géographique et climatique d'un territoire immense, encore très mal connu des officiers français. Les distances à parcourir, la rareté des routes carrossables et les variations brutales de température rendaient la progression extrêmement difficile. De plus, le ravitaillement en nourriture et en fourrage pour les chevaux constituait un défi permanent. Les dépôts n'étaient pas toujours là où l'on s'y attendait, et l'intendance avait du mal à suivre l'avancée rapide de milliers de soldats. Côté russe, on évitait soigneusement toute confrontation frontale avec l'énorme masse de la Grande Armée. Les généraux russes, conscients de leur infériorité numérique, adoptèrent une tactique de repli successif et de la terre brûlée, c'est-à-dire qu'ils ordonnaient la destruction des récoltes, des greniers et des villages pour ne laisser aucune ressource exploitable à l'envahisseur. Cela déstabilisa l'occupant français, qui devait alors s'éloigner de plus en plus de ses bases logistiques pour espérer trouver de quoi nourrir hommes et bêtes. Les maladies commencèrent à se propager, liées autant à la fatigue et à la malnutrition qu'aux conditions d'hygiène catastrophiques. Nombre de soldats succombaient à la dysenterie et à d'autres maux, sapant peu à peu la cohésion de l'armée. Dans cet environnement hostile, tout, depuis la chaleur étouffante de l'été russe jusqu'à l'apparition précoce des pluies d'automne, jouait contre les ambitions napoléoniennes. Pourtant, malgré ces difficultés, Napoléon persistait à avancer, persuadé qu'une bataille décisive obligerait Alexandre Ier à négocier. Cette bataille tant attendue eut finalement lieu à Borodino, près de la capitale religieuse et culturelle de la Russie, Moscou. Le 7 septembre 1812, les deux armées se rencontrèrent sur le champ de bataille dans des conditions particulièrement violentes. Les Russes, commandés par le général Koutouzov, décidèrent cette fois de tenir leur position afin de protéger l'accès à Moscou.
Les combats furent acharnés, chaque pouce de terrain fut disputé avec un acharnement qui impressionna même des vétérans aguerris des guerres napoléoniennes. Malgré l'ampleur des pertes infligées à l'armée russe, aucune victoire stratégique décisive n'émergea de cette journée sanglante. Les Français parvinrent certes à repousser leurs adversaires, mais les forces russes ne furent pas anéanties. Napoléon, souvent décisif et prompt à lancer sa réserve pour remporter la victoire, hésita cette fois à engager la garde impériale, craignant peut-être de laisser son dernier atout s'épuiser dans une mêlée dont l'issue n'était pas garantie. Au soir de Borodino, des dizaines de milliers de soldats gisaient sur le champ de bataille, victimes de la violence inouïe de cette confrontation. Si l'armée de Napoléon put avancer vers Moscou, elle n'avait pas remporté le triomphe politique nécessaire pour forcer le tsar à la négociation. Malgré tout, l'idée persistait que la prise de Moscou suffirait à briser la volonté de résistance russe et obligerait Alexandre Ier à demander la paix. Aux alentours de la mi-septembre 1812, la Grande Armée pénétra dans Moscou, ville alors considérée comme le cœur symbolique de la Russie, même si la véritable capitale administrative du pays était Saint-Pétersbourg depuis le XVIIIe siècle. En arrivant dans cette cité quasi déserte, Napoléon découvrit rapidement que les autorités russes l'avaient presque totalement évacué. Peu de temps après, de gigantesques incendies dévastèrent Moscou. Les causes exactes de ces feux restent débattues par les historiens. Certains avancent qu'ils furent organisés par les patriotes russes pour priver l'occupant de tout abri et de toute ressource, tandis que d'autres y voient un enchaînement de brasiers accidentels amplifiés par l'absence totale d'organisation pour les combattre. Quoi qu'il en soit, la conséquence fut la même. Moscou en grande partie détruite, réduite à un amas de ruines fumantes, où la Grande Armée ne pourrait guère se réapprovisionner. Napoléon, croyant toujours que ce succès militaire lui valait de pouvoir imposer ses conditions, attendit vainement un émissaire du tsar venu solliciter la paix. En réalité, Alexandre Ier s'obstina à ne pas négocier, comptant sur l'arrivée de l'hiver et la poursuite de la stratégie d'évitement pour affaiblir encore plus les Français. À mesure que les journées passaient, l'armée d'occupation subissait les rigueurs du climat, le manque de vivres et la dégradation du moral. Les premiers frimas annonçaient déjà un automne particulièrement rude qui, en Russie, pouvait se traduire par des chutes soudaines de température. Napoléon comprit, mais trop tard, que Moscou en flammes ne représentait pas une victoire politiquement exploitable et que sa conquête n'allait pas provoquer l'effondrement du pays. Devant l'absence de négociations, Napoléon finit par décider une retraite à la mi-octobre 1812, espérant ramener son armée vers des lieux plus sûrs pour y passer l'hiver. Mais cette manœuvre tardive allait vite prendre l'allure d'une immense débâcle. Les soldats français, rejoints par leurs alliés polonais, allemands ou italiens, devaient à présent parcourir des centaines de kilomètres pour regagner la Pologne et retrouver des bases logistiques plus fiables. Les routes, déjà ravagées par l'Alais, n'offraient presque aucun secours, et l'on manquait cruellement de couverture, de nourriture, de fourrage et de chevaux. Les premières neiges, suivies d'un froid intense, achevèrent de rendre la situation dramatique. Des milliers d'hommes, affamés et épuisés, mouraient chaque jour, victimes d'engelures, de maladies ou d'attaques incessantes de la cavalerie russe et des Cosaques. Ces derniers, des cavaliers redoutables, harcelaient les colonnes françaises dans leurs retraites, coupant des groupes isolés et semant la panique. Les bourgades et villages traversés étaient souvent vides, pillés ou brûlés, et ne pouvaient offrir ni abri ni provisions. Face à ces difficultés inouïes, la discipline de la Grande Armée se délita rapidement. Certains soldats erraient, cherchant à survivre par leurs propres moyens, tandis que d'autres mouraient sans qu'aucun secours collectif ne puisse être organisé. Après la terrible campagne de Russie en 1812, l'Europe entière entra dans une nouvelle phase de la lutte contre l'hégémonie française. L'échec de la Grande Armée sur les terres russes, avec ses pertes humaines considérables et son repli chaotique, agit comme un signal fort auprès des puissances qui, jusque-là, hésitaient encore à affronter l'empereur sur le terrain. En Prusse, la défaite infligée quelques années plus tôt par les troupes napoléoniennes à Iéna, à Auerstedt, était restée gravée dans les esprits, mais la perspective de voir l'Empire reculer ouvrit des possibilités de revanche. Le roi Frédéric Guillaume III, malgré son pays affaibli, sut saisir le moment pour redonner espoir à ses sujets et tenter de s'extirper de la tutelle imposée par la France. En Russie, la retraite française depuis Moscou
venait de prouver que Napoléon n'était pas invulnérable. Le tsar Alexandre Ier, profondément affecté par la destruction de ces villes, considérait désormais que le temps était venu de porter la guerre au cœur du territoire ennemi. L'Autriche, quant à elle, avait subi plusieurs défaites humiliantes contre la France, notamment lors des campagnes de 1805 et 1809, mais se voyait toujours contrainte à une paix forcée. Sous l'impulsion du chancelier Metternich, Vienne envisageait de rallier le camp des adversaires de Napoléon si cette alliance promettait de rétablir l'équilibre sur le continent. De plus, la Suède, dirigée par l'ancien maréchal français Bernadotte, rompit avec son passé impérial pour rejoindre la cause commune, rapprochant sa politique de celle de Saint-Pétersbourg et de Berlin. Enfin, la Grande-Bretagne, perpétuellement en conflit contre la France depuis la fin de la paix d'Amiens en 1803, renforçait ses subsides et ses livraisons de matériel aux armées continentales. Tous ces royaumes et principautés, malgré leurs divergences, prouvèrent un intérêt commun, faire chuter un empire qui, depuis plus d'une décennie, dominait les affaires européennes et menaçait de se maintenir par la force. Parallèlement à ces tractations diplomatiques, un mouvement de libération gagna progressivement les territoires allemands. Depuis la formation de la Confédération du Rhin en 1806, maints princes et souverains mineurs s'étaient rangés du côté français afin de préserver leur trône et leurs avantages personnels. Toutefois, l'échec russe, suivi de récits rapportés par des soldats rescapés décrivant les souffrances subies au sein de la Grande Armée, encouragea la population à remettre en cause la suprématie de Napoléon. Dans plusieurs villes d'Allemagne, des orateurs nationalistes prônèrent la guerre de libération contre l'occupant. Ces appels trouvaient un écho tout particulier auprès d'étudiants, d'intellectuels ou d'anciens officiers prussiens, désireux de rendre à leur pays la fierté perdue et d'anéantir le souvenir humiliant des traités imposés par la France. Les sentiments nationaux se mêlaient à la perspective de recouvrer des libertés confisquées depuis l'arrivée des armées impériales. Si l'influence napoléonienne avait modernisé certaines administrations locales en introduisant dans ces terres des modèles juridiques plus efficaces, elle avait aussi fait naître un ressentiment à l'égard des garnisons françaises qui pesaient lourdement sur l'économie et la souveraineté des princes allemands. Cette prise de conscience des peuples germaniques allait se muer en soutien décisif lorsque la guerre reprit de plus belle en 1813. À cette date, toutes les puissances coalisées engagèrent un effort militaire colossal pour tirer les leçons de la désastreuse campagne de Russie et pour pousser l'adversaire à la faute. Informé de cette vaste coalition naissante, Napoléon, de retour à Paris en décembre 1812, entreprit de reconstruire une armée. Il ordonna de nouveaux appels de conscrits et de réorganiser ce qui restait de ses vieilles divisions. Bien que la France fût épuisée par la succession ininterrompue des conflits, l'empereur conservait un ascendant moral considérable. Aux yeux de ses proches officiers, il demeurait le plus grand stratège de son temps, capable de manœuvres fulgurantes à la tête de forces moins nombreuses mais mieux dirigées. Ainsi, au printemps 1813, il marcha sur l'Allemagne en cherchant à prendre de vitesse ceux qui convoitaient sa chute. Le début de cette campagne, marqué par les batailles de Lutzen le 2 mai et de Bautzen le 20 mai, démontra que Napoléon n'avait pas perdu son génie militaire. À Lutzen, alors qu'il disposait de troupes souvent inexpérimentées, il réussit à disperser les avant-gardes prussiennes et russes, prouvant qu'il pouvait se remettre en ordre de bataille avec une rapidité surprenante. Quelques jours plus tard, à Bautzen, il infligea un nouveau revers tactique à cette armée russo-prussienne, forçant ses adversaires à se retirer momentanément. Ces succès renforcèrent la détermination de ceux qui, en France, continuaient de croire à une victoire possible. Toutefois, bien que lâchant du terrain, les coalisés estimaient que la bataille décisive n'avait pas encore eu lieu. L'expérience de la Russie leur avait enseigné qu'ils devaient éviter de se risquer à un engagement frontal prolongé face à Napoléon, au moins tant que leur mobilisation n'était pas complète. La trêve de Plaswitz, signée en juin 1813, aurait pu offrir un répit salutaire et ouvrir une porte à la négociation. Dans un premier temps, l'empereur y vit l'occasion de consolider ses lignes de communication et d'entraîner ses nouvelles recrues, tandis que l'Autriche profitait de ce délai pour peser ses choix diplomatiques. Metternich se rendit d'ailleurs personnellement auprès de Napoléon afin de lui proposer une paix honorable à condition de restituer certains territoires. Les exigences de Vienne visaient en particulier la libération des États allemands du joug français et le rétablissement d'un équilibre proche de celui qui existait avant les bouleversements révolutionnaires.
Toutefois, confiant dans sa force et dans l'efficacité de ses armées, Napoléon repoussa la plupart des concessions, considérant que l'Autriche fendrait tôt ou tard sous la pression de ses victoires. Cette intransigeance n'aboutit qu'à renforcer la détermination de l'Autriche à rejoindre officiellement la coalition. Aussi, lorsque la trêve fut rompue en août 1813, ses implications militaires se firent rapidement ressentir. Les effectifs alliés grossirent à vue d'œil et la Grande-Bretagne fournit davantage de ressources financières afin de payer soldats et munitions. Les Russes, menés par des généraux aguerris, n'avaient plus à redouter de refaire seuls les frais d'un affrontement direct, tandis que la Prusse raffermit son armée renouvelée. Bernadotte, à la tête des troupes suédoises, était également déterminé à participer à une victoire qui servirait ses propres ambitions sur le trône de Suède et renforcerait son assise internationale. Dans le camp allié, la grande nouveauté résida dans la volonté de changer de méthode en s'accordant sur une stratégie d'ensemble plutôt que d'affronter Napoléon en ordre dispersé. Les monarques et leurs conseillers comprenaient désormais l'intérêt de coordonner leurs plans afin de priver l'empereur de son avantage habituel, diviser ses ennemis, puis les vaincre séparément grâce à la supériorité de ses manœuvres. Ainsi, si Napoléon restait capable de remporter quelques combats isolés, il serait confronté à l'impossibilité de triompher contre des armées coalisées dans plusieurs régions à la fois. Les officiers prussiens comme Blücher ou russes comme Barclay de Tolly préconisaient d'attaquer les maréchaux français sur plusieurs axes, au lieu de chercher la bataille frontale. Dans ce dessein, chaque contingent allié surveillait étroitement ses points de passage et assurait une communication régulière avec les autres groupes. L'objectif commun restait de contenir les unités gauloises et de patienter jusqu'à ce qu'une conjoncture favorable permette de cerner Napoléon en lui refusant la manœuvre décisive. Cet affrontement capital se produisit en octobre 1813 près de Leipzig, dans le royaume de Saxe, et passa à la postérité sous le nom de Bataille des Nations. L'ampleur de la confrontation, étalée du 16 au 19 octobre, dépassa tout ce que l'Europe avait connu jusqu'alors, tant par le nombre de soldats engagés que par la violence des combats. Les forces coalisées, composées d'armées russes, prussiennes, autrichiennes, suédoises et renforcées par divers contingents mineurs, encerclèrent peu à peu les positions françaises. Napoléon, placé au centre du dispositif, tenta à plusieurs reprises de percer le dispositif adverse, mais fut confronté à la discipline et à la coordination nouvelle de ses ennemis qui firent barrage à ses offensives. Les premières journées de combat laissèrent croire à une possible résilience de l'empereur, mais la supériorité numérique alliée et le ralliement progressif de la Saxe aux coalisés inclinèrent rapidement la balance. Chaque colline, chaque pont, à l'image de la fameuse passerelle du fleuve Elster, devint le théâtre d'actions héroïques et de retraites douloureuses. Le dernier jour, la situation de l'armée française était devenue intenable. Les lignes de repli se fermaient et l'épuisement des troupes était manifeste. La défaite se transforma bientôt en déroute, des milliers de soldats français et de leurs alliés se noyant dans l'Elster lors de la retraite précipitée. Cette confrontation titanesque, qui laissa sur le champ de bataille des dizaines de milliers de morts et de blessés, marqua le véritable tournant de la guerre en faveur de la coalition. Cette débâcle de Leipzig provoqua un effet domino dans toute l'Europe centrale. Les souverains allemands, autrefois membres de la Confédération du Rhin, n'attendirent pas qu'une nouvelle armée française s'approche pour faire allégeance à Napoléon. Au contraire, ils quittèrent le giron impérial et se rallièrent aux Alliés, convaincus que l'étoile de l'empereur était en train de s'éteindre. Le roi de Bavière, pour ne citer que le cas le plus illustratif, rompit avec l'Empire français afin d'éviter une occupation brutale de son royaume. Cet abandon massif priva l'empereur de ressources logistiques essentielles et de précieuses troupes auxiliaires. Par ailleurs, la Prusse, qui se souvenait des conditions particulièrement dures imposées par Napoléon après Iéna, exigeait des réparations et réclamait un droit de regard sur le futur statut politique des principautés allemandes. La Russie, elle, consolidait son influence, scellant des accords en Europe de l'Est et cherchant à garantir son rôle de puissance incontournable. Pour la France, la conséquence la plus immédiate portait sur la vulnérabilité de ses frontières. Ses armées, déjà épuisées et clairsemées, étaient contraintes de se retirer en hâte vers le Rhin, balayant l'idée même d'une domination permanente sur le cœur du continent. La politique du blocus continental et les tentatives de forcer économiquement les autres États à la soumission se trouvaient annihilées par ce revirement,
car il devenait quasiment impossible d'imposer à la fois autorité diplomatique et contrôle militaire sur un ensemble de pays qui se retournaient ainsi contre l'empereur. En 1814, l'Empire français se retrouve pour la première fois confronté à une invasion de son propre territoire, un changement fondamental par rapport à toutes les campagnes précédentes au cours desquelles Napoléon avait projeté ses forces bien au-delà des frontières de la France. Pendant plusieurs années, les affrontements majeurs se déroulaient généralement en Autriche, en Prusse, en Russie ou sur la péninsule ibérique, laissant le sol français relativement épargné par les désastres de la guerre. Cependant, la succession de revers, en particulier l'échec retentissant de la campagne de Russie en 1812, a progressivement affaibli l'Empire, incitant les puissances coalisées à tenter l'offensive ultime pour détruire la suprématie militaire de Napoléon. En cette année 1814, plusieurs armées alliées convergent vers la France depuis le nord, l'est et même le sud, formant un étau qui se resserre dans le but de pousser la grande armée à la capitulation. Pour un public international, il est essentiel de comprendre que cette multiplication des fronts constitue une situation inédite pour Napoléon, dont la réputation militaire s'était jusque-là construite sur des victoires tactiques spectaculaires et des manœuvres surprenantes, souvent gagnées sur des champs de bataille éloignés de la France. Désormais, la guerre franchit les limites du royaume et menace directement la capitale, Paris, ce qui bouleverse le moral de la population et renforce la détermination des puissances étrangères à mettre fin à l'ambition impériale. Cette menace sur le territoire national n'est pas qu'un simple changement géographique. Elle s'avère être un puissant symbole pour les contemporains, car elle signale également la vulnérabilité croissante du régime napoléonien, affaibli par une décennie de conflits incessants. Au tout début de l'année 1814, Napoléon tente de réorganiser ses forces et de lever de nouvelles recrues pour défendre la patrie, mais il se heurte à un problème majeur. Le manque d'hommes formés et le déficit matériel laissent l'armée française en sous-effectif face aux multiples armées coalisées. Malgré ces difficultés, l'empereur mène ce que l'on appelle aujourd'hui la campagne de France, une série d'opérations militaires éclairs qui consiste à se déplacer avec rapidité pour surprendre les colonnes ennemies, de manière à obtenir des succès ponctuels et à ralentir l'avancée alliée. Cette tactique lui permet de remporter quelques victoires aussi brillantes qu'inattendues, notamment à Champaubert le 10 février 1814, où les forces françaises parviennent à disperser un corps russe, et à Montmirail le 11 février, où Napoléon bat à nouveau une partie des forces coalisées, démontrant qu'il n'a rien perdu de son génie de la manœuvre. Ces deux batailles, rapprochées dans le temps et l'espace, illustrent la détermination de l'empereur à utiliser au mieux le peu de troupes expérimentées qu'il lui reste, souvent composées de vétérans éprouvés et de jeunes conscrits manquant de formation, pour contenir un ennemi numériquement très supérieur. Toutefois, il faut garder à l'esprit que ces victoires tactiques, si utiles pour le prestige et le moral des derniers fidèles de l'Empire, ne peuvent inverser le cours global de la guerre, car les armées alliées bénéficient de réserves considérables et d'une profondeur stratégique que la France n'a plus. Sur les plans logistiques et opérationnels, Napoléon accuse un retard de plus en plus marqué. Les entrepôts de matériel se trouvent en grande partie épuisés, la conscription suscite des résistances internes, et le ravitaillement fait défaut pour soutenir durablement la lutte sur plusieurs fronts simultanés. Pendant ce temps, les souverains de la coalition, comprenant le tsar Alexandre Ier de Russie, le roi de Prusse Frédéric Guillaume III et l'empereur d'Autriche François Ier, ainsi que les contingents anglais et d'autres États plus modestes, discutent activement de la stratégie à adopter pour porter un coup fatal à l'Empire français. Leur objectif prioritaire est de s'emparer de Paris, considéré comme le poumon politique et symbolique du régime napoléonien. Cette capitale, qui a longtemps été perçue comme le centre des décisions déterminantes, devient désormais la cible ultime, car la chute de la ville entraînerait presque inévitablement la fin du règne de Napoléon. Bien que l'empereur lance des opérations pour retarder la progression adverse, s'appuyant sur des manœuvres habiles et la mobilité de troupes aguerries, la supériorité en effectifs et la coordination progressive des coalisés finissent par faire pencher la balance en leur faveur. Au fil des semaines, la pression sur la France s'accroît et les rumeurs d'occupation de la capitale propageant parmi la population, provoquant inquiétude et confusion. Les leaders d'opinion, qu'ils soient officiers, hommes politiques ou simples bourgeois, prennent conscience que le rapport de force ne joue plus en faveur d'une poursuite victorieuse de la guerre par Napoléon.
Lorsque les armées alliées finissent par atteindre les environs de Paris vers la fin du mois de mars 1814, la situation devenait déjà critique sur l'ensemble du pays. Les voies de communication sont menacées, la mobilisation n'offre plus assez de soldats de qualité et les caisses de l'État ne suffisent plus à soutenir l'immense effort nécessaire à la défense. Le 30 mars 1814, une bataille se déroule aux portes de la capitale, mais la défense désespérée de quelques contingents français ne peut empêcher l'entrée des forces coalisées le 31 mars. Pour la première fois depuis la Révolution, des troupes étrangères défilent dans les rues de Paris, sous le regard stupéfait et souvent résigné de la population. Cet événement marque la fin d'un cycle historique. Les souverains étrangers, principalement Alexandre Ier, prennent symboliquement possession de la ville, ce qui envoie un message fort à toute l'Europe. Après des années de conflits, de traités imposés et d'occupations menées par la Grande Armée, ce retour de bâton démontre que l'Empire français n'est plus invincible et que son dirigeant a perdu la mainmise sur le continent. Au sein des milieux politiques français, la reddition de Paris relance immédiatement des débats sur la légitimité de Napoléon. Certains partisans, minoritaires mais fervents, souhaitent continuer la lutte en se replongeant dans l'esprit de la levée en masse de 1793, tandis que d'autres, épuisés par la guerre, estiment qu'il est impératif de négocier la paix et de trouver un compromis pour sauver la France d'une destruction totale. Face à cette pression intérieure et à l'avance implacable des armées ennemies, Napoléon prend conscience qu'il ne dispose plus de solution pour conserver son trône. Ces tentatives de dialogue avec les monarques coalisés n'aboutissent pas, car ceux-ci exigent la fin pure et simple de l'empire napoléonien. Le climat politique français devient volatile, permettant à certains partisans d'une restauration monarchique de Louis XVIII de prendre de l'influence. Dans ce contexte, Napoléon finit par abdiquer le 6 avril 1814 en faveur de son fils, le roi de Rome, bien que ce geste ne soit finalement pas reconnu par les coalisés, qui poussent à un rétablissement direct de la dynastie des Bourbons. Las et affaibli par l'accumulation des défaites, il se rend à l'évidence qu'il est plus sage de se retirer, afin d'éviter des pertes supplémentaires et une situation ingérable au cœur du pays. La signature de l'acte d'abdication conduit à la restauration de Louis XVIII sur le trône de France et marque la première. Chute de Napoléon. En vertu de l'accord obtenu, l'empereur déchu obtient la souveraineté sur l'île d'Elbe, une petite possession méditerranéenne au large des côtes italiennes, choisie par la coalition comme lieu d'exil, moins sévère que d'autres options évoquées par certains, comme un emprisonnement plus lointain. Le choix de l'île d'Elbe n'est pas un hasard. C'est un territoire facilement contrôlable par la marine britannique et surveillable depuis le continent, ce qui limite les possibilités de l'ex-empereur de fomenter de nouveaux projets de conquête. Cependant, Napoléon bénéficie encore d'un certain prestige, même après sa défaite, si bien que sa liberté relative sur cette île n'apparaît pas, a posteriori, comme la meilleure garantie de stabilité pour les monarques européens. Dans le même temps, les vainqueurs se réunissent au Congrès de Vienne, dès la fin de l'année 1814, pour tracer les grandes lignes d'un nouvel ordre européen et tenter de faire oublier les bouleversements imposés par la France depuis le début des guerres révolutionnaires. Les frontières de l'Europe sont redessinées, cherchant à replacer les maisons régnantes légitimes sur leur trône et à satisfaire autant que possible les ambitions territoriales des grandes puissances, tout en évitant toute renaissance d'un empire unique capable de menacer à nouveau le continent. Cela implique de nombreux compromis, car chaque puissance veut faire avancer ses propres intérêts tout en tirant profit de la chute de Napoléon. Dans cette optique, la France, dirigée par Louis XVIII, doit endurer des pertes territoriales irréversibles. Enfin, le bilan provisoire de cette première chute de Napoléon révèle les raisons majeures de son revers. L'Empire s'est trop étendu, engendrant une mobilisation humaine et économique impossible à soutenir sur le long terme. Partout où les armées françaises ont stationné, des mouvements de résistance nationale se sont multipliés, usant de tactiques d'usure contre lesquelles la Grande Armée n'était pas préparée. La France, sous pression constante, n'a plus réussi à entretenir une machine de guerre cohérente pour conserver des territoires parfois peu enclins à accepter durablement la domination impériale. Sur le plan diplomatique, les victoires initiales de Napoléon ont fini par susciter une coalition de plus en plus large et soudée, déterminée à empêcher tout nouvel élan hégémonique français. Enfin, la dégradation progressive de l'économie et l'épuisement des ressources humaines
ont joué un rôle décisif. De nombreux conscrits étaient trop jeunes ou trop peu formés, entraînant une baisse de la qualité des troupes au moment même où l'Empire affrontait des adversaires mieux coordonnés et infiniment supérieurs en nombre. Cette incapacité à consolider durablement les conquêtes, à rallier les populations locales ou à neutraliser définitivement les autres puissances européennes, a fini par sceller le sort de Napoléon, dont l'ascension fulgurante se heurte à la réalité politique et militaire d'une Europe lassée de la guerre. Ainsi, au printemps 1814, la première abdication et l'exil à l'île d'Elbe illustrent la fracture profonde entre les ambitions impériales et les forces collectives coalisées qui, ensemble, ont renversé l'empereur et mis un terme à sa domination continentale. Lorsque Napoléon Bonaparte s'échappe de son exil sur l'île d'Elbe, le 26 février 1815, l'Europe entière retient son souffle. À ce moment-là, il n'est plus l'empereur incontesté qui a façonné le continent par une série de campagnes militaires retentissantes. Il est un souverain déchu, contraint d'abandonner son trône et de laisser place à la restauration d'une monarchie bourbonienne en France. Pourtant, son départ de l'île d'Elbe n'est pas un épisode anodin, car son arrivée sur le sol français provoque à la fois l'enthousiasme de populations fatiguées par la politique incertaine de Louis XVIII et la panique des cours royales d'Europe. En débarquant près de Cannes, Napoléon ne dispose que d'un petit contingent, mais il compte sur le prestige de son nom pour rallier les troupes et renverser l'ordre établi. Les premiers soldats envoyés pour l'arrêter se joignent à son cortège, criant « Vive l'empereur !» au lieu de le mettre aux arrêts. Ce phénomène illustre la fascination persistante d'une partie de l'armée qui voit en lui un chef militaire hors pair, capable de restaurer la grandeur nationale. Tandis qu'il avance vers Paris, de plus en plus de régiments se rallient et Louis XVIII, abandonné par une grande partie de ses soutiens, s'enfuit à l'étranger. Cette série d'événements révèle que Napoléon est loin d'être un personnage relégué au passé. Son charisme et ses succès passés continuent de faire trembler les monarques européens, qui se hâtent aussitôt de former une nouvelle coalition. Le simple fait qu'il foule à nouveau le sol français les oblige à envisager une action militaire rapide, avant même de prendre la mesure exacte de son plan. Pourtant, lorsqu'il reprend le pouvoir à Paris en mars 1815, Napoléon sait que son retour ne pourra être pérennisé qu'en rassurant la France comme l'étranger. Confronté à la perspective d'une guerre quasi immédiate, il s'agit pour lui d'attirer le soutien de l'opinion publique et de convaincre que ses aspirations impériales ont évolué. Il tente alors d'endosser l'image d'un souverain plus libéral, prêt à reconnaître certaines libertés politiques et à limiter le poids d'un autoritarisme d'État devenu impopulaire. Cette période, désormais appelée les 100 jours, est marquée par des proclamations visant à concilier l'héritage révolutionnaire et la perspective d'un régime stable sous l'égide du même chef qui avait déjà imposé le Code civil et une administration centralisée à la France et à ses satellites en Europe. Malgré cet affichage plus modéré, la crainte reste vive dans les chancelleries étrangères, car la simple existence de Napoléon sur le trône de France nourrit la méfiance des grandes puissances. Bien que son gouvernement tente des ouvertures diplomatiques, l'imminence d'une coalition hostile se précise toujours davantage. L'empereur, conscient des accords secrets qui se trament, préfère anticiper l'assaut en prenant l'initiative militaire. Dans un climat d'urgence, il décide d'engager une offensive préventive contre les forces britanniques et prussiennes massées en Belgique. L'idée est simple, frapper vite, créer une surprise et battre séparément les contingents alliés avant qu'ils ne puissent unir leurs forces. Cette stratégie repose sur l'excellence de l'armée française lorsqu'il s'agit de mouvements rapides et de coups décisifs. Pourtant, le sort de l'Europe va finalement se jouer sur une plaine à quelques kilomètres seulement de Bruxelles, lors d'une confrontation bientôt célèbre sous le nom de bataille de Waterloo. La bataille de Waterloo, le 18 juin 1815, va concentrer en une seule journée l'incertitude du continent quant au futur de Napoléon. En face de lui, les forces coalisées sont représentées par l'armée britannique du duc de Wellington et les troupes prussiennes commandées par le feldmaréchal Gebhard Leberecht von Blücher. Napoléon espère d'abord vaincre Wellington avant l'arrivée des Prussiens, puis se retourner contre ces derniers. Les premiers échanges tournent à l'avantage des Français, notamment lorsque la cavalerie et l'artillerie impériale parviennent à contenir plusieurs assauts britanniques. Cependant, la pluie tombée la veille a rendu le terrain boueux, retardant le déploiement de l'artillerie française et compliquant la progression des fantassins.
De plus, certains de ces maréchaux, comme Ney, lancent des charges de cavalerie prématurées qui s'épuisent contre les lignes ennemies intactes. Pendant ce temps, Blücher, déterminé à honorer son engagement, force la marche de ses régiments pour rejoindre les Anglais au plus vite. L'arrivée de la Prusse en fin d'après-midi inverse l'équilibre des forces. L'armée française, déjà épuisée par plusieurs heures de combat, se retrouve prise en étau entre deux armées qui coordonnent leurs attaques. Dans des conditions toujours plus critiques, les carrés français se forment pour résister à la cavalerie adverse, tandis que l'infanterie et l'artillerie alliées finissent par percer les défenses impériales. Lorsque l'ultime charge de la garde impériale échoue, la défaite devient inéluctable. Cet échec militaire signe aussi la fin de l'espoir de Napoléon d'imposer à nouveau sa volonté sur l'Europe par la seule force de ses armes. La nouvelle de la défaite se répand à travers l'Europe à la vitesse des chevaux des courriers diplomatiques. Comprenant que tout est perdu, Napoléon retourne rapidement à Paris, espérant encore trouver un sursaut patriotique pour prolonger la lutte. Cependant, le discrédit est trop fort, et la classe politique française, traumatisée par l'idée d'une nouvelle invasion, se montre peu disposée à continuer à combattre sans perspective de victoire. À la fin du mois de juin 1815, l'empereur abdique pour la seconde fois, laissant la place à un gouvernement provisoire qui entame des négociations avec les puissances victorieuses. Cette fois, les Alliés ne veulent plus courir le risque de voir à nouveau Napoléon s'échapper d'un exil trop proche du continent. Ils excluent de le maintenir dans un territoire méditerranéen comme l'île d'Elbe, jugée trop proche de l'Italie et de la France. Leur choix se porte sur l'île de Sainte-Hélène, située dans l'Atlantique Sud, à des milliers de kilomètres de toute côte. Le raisonnement est simple. Un personnage comme Bonaparte, doté d'un génie militaire et d'un charisme toujours vivant, doit être placé hors de portée de ses partisans. À Sainte-Hélène, sous la surveillance britannique, l'ancien maître de l'Europe passera ses dernières années jusqu'à sa mort en 1821. Sur la place, il dicte ses mémoires, réécrit sa légende et nourrit les espoirs de ceux qui, en France ou ailleurs, continuent de le vénérer comme un héros presque mythique. Son éloignement forcé ne met cependant pas fin aux débats européens autour de sa personne, car son héritage politique et militaire reste au cœur des recompositions géopolitiques du début du XIXe siècle. Dans l'immédiat, les vainqueurs s'attachent à reconstruire l'équilibre européen et à prévenir tout retour de l'hégémonie française. Le Congrès de Vienne, entamé dès septembre 1814 mais prolongé après Waterloo, réunit les grandes puissances pour redessiner les frontières, rétablir ou confirmer des dynasties et instaurer un système de concertation destiné à empêcher qu'un seul État ne devienne trop puissant. Les ministres autrichiens, russes, prussiens et britanniques y jouent un rôle déterminant, tandis que la France, représentée par Talleyrand, cherche avant tout à limiter les conséquences de l'effondrement napoléonien. Les décisions majeures incluent la restauration de plusieurs princes en Italie et en Allemagne, la confirmation de l'indépendance de la Suisse et le rétablissement dans une certaine mesure de l'ordre ancien, avant la Révolution française. Les souverains cherchent à ériger la notion de légitimité dynastique en principe fondateur, d'où la remise sur le trône de nombreux monarques déchus par Napoléon. Néanmoins, le Congrès n'entend pas démembrer la France, car les Alliés souhaitent conserver un État suffisamment fort pour éviter que l'Europe centrale ou orientale ne tombe trop sous l'influence d'une seule puissance. Ils préfèrent ainsi un équilibre global dans lequel la France régénérée coexiste avec l'Autriche, la Prusse, la Russie et la Grande-Bretagne, désormais garantes d'une paix collective. Ce nouveau concert européen accordera d'ailleurs une importance cruciale à la diplomatie multilatérale et aux congrès internationaux, inaugurant une ère où la concertation entre grandes puissances devient la norme. Bien que dictées en grande partie par la crainte du spectre napoléonien, ces mesures façonnent la vie politique du continent pour les décennies à venir. La trace laissée par Napoléon dans l'histoire de l'Europe dépasse la simple succession de conquêtes et de défaites. Son code civil et son système administratif influencent encore les cadres juridiques de nombreux pays. Ce corpus, fondé sur l'égalité devant la loi et la protection de la propriété privée, survit à la chute de l'Empire. Des préfets en France aux structures étatiques instaurées partout où ses armées passèrent, l'empreinte napoléonienne demeure dans l'organisation politico-administrative. Ces campagnes ont aussi attisé les sentiments nationaux, notamment en Allemagne et en Italie, où la présence française met la modernisation forcée et humiliation.
Ce paradoxe nourrit l'essor de mouvements patriotiques qui façonneront l'Europe du milieu du XIXe siècle. En imposant son modèle, Napoléon a semé les germes de futures révolutions et unifications, parfois inspirées de son exemple tout en le rejetant. Son souvenir demeure ancré dans l'imaginaire collectif. Pour certains, il reste l'homme providentiel qui a diffusé des idéaux révolutionnaires. Pour d'autres, il incarne une ambition guerrière causant d'immenses souffrances. Ainsi, en tentant de dominer le continent, il a paradoxalement participé à forger une Europe nouvelle, faisant de son passage un moment pivot de la construction européenne. Son exil ne l'a pas empêché de marquer la conscience collective, et dans des nations auparavant opposées à la France, son souvenir devient objet de fascination.